Nous vivons une situation qui ressemble, sur le plan fonctionnel, à une guerre mondiale. Combien de temps cela va durer? Je n'en sais rien. Mais, comme pour toutes les guerres mondiales, cela conduira à un nouvel ordre mondial. Chacun mène sa propre guerre pour la paix, selon ses propres conditions. Mais, quand cette ligne rouge sera franchie, je peux dire une chose. Je citerai le président Poutine, en 2018, quand il a dit « Nous ne nous soucions pas d'un monde qui n'inclut pas la Russie. Nous ne voulons pas d'un monde dans lequel la Russie n'existe pas. » Le président Poutine subit-il des pressions de la part de ceux qui veulent une approche plus agressive? ¿A cuál es? Propos de la persona. Bonjour et bienvenue dans Contre le courant. Nous vous présentons ici des positions et des points de vue que les médias de propagande préfèrent passer sous silence. C'est la malédiction des temps, quand des fous guident des aveugles, écrivait William Shakespeare dans sa pièce Richard III. Cette phrase est-elle toujours d'actualité aujourd'hui? C'est ce dont je vais discuter avec l'un des principaux politologues de Russie, le professeur Dmitri Trenin, directeur de recherche et directeur scientifique à l'Institut d'économie militaire de la Haute École d'économie de Moscou et l'un des chercheurs les plus importants de l'Institut de l'économie mondiale de l'Académie des sciences de Russie. Bienvenue, professeur Drinan. Merci beaucoup, Mesting. Merci d'être venu dans l'émission et d'avoir accepté notre invitation. Je viens de citer, pour mes téléspectateurs allemands, William Shakespeare, Richard III. C'est le fléau de notre temps quand les fous guident les aveugles. Est-ce qu'on a des fous aujourd'hui? Et qui sont les aveugles? Eh bien, il y a une autre version de cette expression, de cette idée, qu'on appelle les aveugles, qui guident les aveugles. Donc on peut choisir entre des dirigeants fous et des dirigeants aveugles. Moi, je pense qu'il est important que les gens ouvrent les yeux, qu'ils ne restent pas aveugles. Et alors, peut-être qu'ils pourront changer leurs dirigeants. Donc, je ne commencerai pas par les dirigeants, je commencerai par les suiveurs, pour que ces suiveurs comprennent beaucoup mieux qui les dirige et vers où on les emmène. Jetons un coup d'œil à la situation en Allemagne. Vous avez servi comme officier de l'armée russe en Allemagne à l'époque de la RDA et vous connaissez très bien mon pays. Alors, qu'est-ce qui a rendu les gens aveugles? Eh bien, je pense que ce qui rend les gens aveugles varie selon les situations. Au départ, on pensait que les gens devenaient aveugles parce qu'ils n'étaient pas éduqués, qu'ils ne savaient pas vraiment ce qui se passait autour d'eux, qu'ils se laissaient facilement manipuler par leurs dirigeants. Et c'était vrai dans les sociétés totalitaires. Mais plus le temps passe, plus je remets en question mes anciennes convictions. Aujourd'hui, j'ai tendance à penser que, dans beaucoup de cas, et c'est particulièrement vrai dans les sociétés aisées à travers le monde, on peut être plus ou moins satisfait du monde dans lequel on vit et finir par ne plus se soucier des choses plus importantes. On se concentre surtout sur ce qui nous concerne directement. On peut très bien avoir un bon niveau de satisfaction, un niveau de vie élevé, et devenir assez complaisant face à ce qui se passe. On délègue alors les grandes questions à d'autres, à ses dirigeants, ou à ceux qu'on considère comme tels. Et ça inclut les questions de guerre et de paix, sauf si la guerre commence à vous concerner de façon très directe. Par exemple, si vous vivez dans une société bien organisée et que votre pays lance une opération militaire à des milliers de kilomètres,
avec une armée entièrement composée de volontaires. Vous ne vous attendez pas à être tué ou blessé par cette guerre qui débute. Dans ce cas, au fond, ce qui vous préoccupe, c'est juste le prix de l'essence à la station-service. C'est tout ce qui compte pour vous. Et cette fermeture d'esprit, à mon avis, se produit dans les sociétés aisées, peut-être de manière plus systématique que dans les sociétés plus pauvres. In a let's say more systematic way than it occurs in poorer societies where things like that immediately. Des choses comme ça attirent tout de suite ton attention, parce que là, ça te concerne directement. Tu es mobilisé, on t'envoie en première ligne, donc forcément tu t'y intéresses. Mais quand ça arrive à quelqu'un d'autre, tu fais juste un peu moins attention. You pay little attention. Dans un siècle marqué par le danger nucléaire, diriez-vous que les Européens avancent en somnambule vers l'abîme, tandis que leurs dirigeants agissent dans un état de cécité apocalyptique? Well, let's look at the leaders Bon, now. regardons un peu les dirigeants maintenant. Les dirigeants des pays européens, ce sont ces personnes qu'on présente comme des dirigeants. Parce que selon moi, les dirigeants actuels dans les pays de l'Union européenne, comme au Royaume-Uni, sont surtout des figures de façade. Ils peuvent changer à une vitesse incroyable, comme on le voit en ce moment au Royaume-Uni. Je ne sais pas, il y a un chat au 10 Downing Street qui a vu passer quoi? 6 ou 7 premiers ministres pendant qu'il est là. Le chat du premier ministre. Le chat reste, les premiers ministres passent. On se demande comment un pays peut être gouverné comme ça. Et la réponse, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre, en réalité, qui fait le vrai travail de gouverner. Maintenant, si on parle de politique de sécurité et de politique étrangère au sens large, je ne dirais pas que l'Europe dormait au volant, parce qu'en fait, l'Europe n'était pas au volant. L'Europe était sur la banquette fort. The wheel. Europe has been in the back seat, and the wheel was managed by the United States. Et la roue était dirigée par les États-Unis. Et ce n'était pas un acte d'oppression. Les Européens étaient contents de déléguer leur politique étrangère, leur politique de sécurité, à leur grand allié, les États-Unis, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comme ça, ils pouvaient se concentrer sur des choses plus agréables, comme l'économie, le bien-être, les retraites et d'autres sujets très importants. Mais quelqu'un d'autre gérait leurs relations internationales. Cela avait un certain sens pendant la guerre froide, dans un système bipolaire, parce que l'Europe n'était pas un pôle et que les États-Unis exerçaient leur hégémonie sur la moitié occidentale de l'Europe et sur la moitié occidentale de l'Allemagne. Mais aujourd'hui, plus de 8 décennies plus tard, alors que les Européens parlent de leur autonomie stratégique, ils doivent reconnaître, dès le départ, qu'ils doivent apprendre, ou peut-être réapprendre, l'art de la diplomatie et de la conduite des affaires d'État. Maybe relearn the art of statecraft. And when they come to the Et quand ils essayent de revenir sur le devant de la scène internationale, de reconsolider l'Union européenne en utilisant la Russie comme un épouvantail, en cherchant à rendre l'Union plus forte face à la menace russe, la soi-disant menace russe, ils sont enclins à commettre des erreurs qui peuvent devenir fatales. Parce que, comme je l'ai dit, ils ont désappris l'art de gouverner. Ils pensent qu'ils peuvent provoquer le pays qu'ils considèrent comme leur plus grand danger, sans trop de risques pour eux-mêmes. Mais à chaque fois qu'ils le font, ils flirtent un peu plus avec le danger. Et l'une de ces provocations pourrait vraiment être fatale. Quand on me demande comment une guerre pourrait éclater en Europe, je ne pense pas à une invasion de la Russie depuis l'Ouest, à la manière de Napoléon ou d'Hitler. Hitler-style invasion of Russia from the West. And I certainly know that Russia has no plans. Et je sais très bien que la Russie n'a ni le projet ni l'intention d'envahir l'Europe. Mais une seule provocation pourrait déjà être de trop. Vous montez à bord d'un navire, vous imposez un blocus à Kaliningrad, vous essayez d'en faire un autour de Saint-Pétersbourg,
vous abattez un avion ou même un drone. Et cela peut déclencher une série d'événements qui mèneraient à une véritable guerre entre la Russie et l'Europe. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que les Européens, en même temps qu'ils ont construit l'image d'une Russie menaçante, ont cessé d'en avoir vraiment peur. Donc la Russie n'est plus à craindre, et du coup, on peut la provoquer, on peut la contenir, on peut la réduire à la taille et à la forme que les Européens jugeraient conformes à leurs besoins, à leur vision de ce que la Russie devrait être et de la place qu'elle devrait occuper. Et comme je l'ai dit, une seule provocation pourrait bien être celle de trop, et cela pourrait déclencher quelque chose que personne, au fond, ne souhaite vraiment. En Allemagne, il y a un député de l'Union chrétienne-démocrate, Roderich Kiesewetter, et il a récemment déclaré à la presse « Nous devons faire capituler la Russie ». Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, j'ai lu cette déclaration. Je crois que je l'ai vue dans le magazine Focus. Et franchement, je trouve ça dingue. C'est fou. C'est quelque chose que... Bon, je suis pas électeur en Allemagne, mais pour moi, quelqu'un qui dit ça ne devrait pas avoir de poste de pouvoir ou d'influence dans aucun pays. Parce que là, il y a un mot qui me vient et je pense qu'il correspond parfaitement. C'est fou. Vraiment fou. Je ne vais pas commenter davantage, mais j'ai lu tous les arguments qu'il a avancés pour défendre sa position. Et je pense que ce type n'a rien à faire au Bundestag. Nous avons un ministre des Affaires étrangères, Johann Vadful. Je le connais très bien depuis 20 ans. Et il a récemment déclaré « La Russie sera notre ennemi pour toujours ». Comment évaluez-vous ces propos? Est-ce que les dirigeants européens, et en particulier allemands, se préparent à une guerre contre la Russie? Eh bien, encore une fois, j'ai de la peine pour le ministre des Affaires étrangères. Je pense que je me sens plus proche d'un ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Lord Palmerston, qui disait célèbrement qu'il n'y a pas d'amis éternels, ni d'ennemis éternels. La Russie et l'Allemagne ont été ennemis par le passé, mais elles ont aussi été amies. J'ai été stupéfait quand j'étais un jeune officier à Potsdam, à l'époque de la RDA. À Potsdam, il y a un endroit qu'on appelle Kapellenberg. Et au sommet de cette colline, il y a une église dédiée à Saint-Prince Alexandre Nevski, une figure très importante de l'histoire russe. Il est connu pour beaucoup de choses, mais l'un des faits marquants de sa vie, c'est la défaite des chevaliers allemands qui se préparaient à attaquer la ville russe de Pskov, sur le lac Tchoutskoï. Et bien sûr, tout Russe connaît cette histoire d'Alexandre Nevski. Mais cette église portait une plaque. Et sur cette plaque, on pouvait lire « Cette église est un Denkmal der russisch-preußischen Freundschaft ». Cette plaque date de 1913. C'était exactement le centenaire de l'alliance entre la Prusse et la Russie contre la France napoléonienne. Donc les Russes et les Allemands ont été alliés dans certaines guerres, ennemis dans d'autres. Mais surtout, ils ont été des voisins alliés, des voisins assez proches, avec beaucoup d'échanges au fil des siècles, surtout depuis le XVIIIe siècle. Et l'une des monarques russes les plus illustres, les plus célèbres et sans doute les plus aimées, Catherine la Grande, était d'origine allemande. Pourtant, elle s'est fait aimer de ses sujets russes. Elle incarnait à la perfection le modèle du dirigeant russe accompli. C'est donc une relation très complexe. Et à mon avis, la réduire à une simple Feindschaft, une hostilité, ce n'est pas très intelligent. Au début de notre conversation, vous m'avez dit qu'il fallait d'abord se concentrer non pas sur les dirigeants, mais sur le peuple. Lors des élections régionales dans le Bade-Württemberg, en Allemagne, 2/3 des électeurs ont voté pour des partis bellicistes, le Parti écologiste et le Parti conservateur. Alors, peut-on vraiment placer nos espoirs dans le peuple?
can we set our hopes into the people? Well, I think we should, because Eh bien, je pense qu'on devrait parce que, enfin, je n'appellerais pas ça forcément une démocratie, non, parce que le mot démocratie peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais je dirais qu'un pouvoir légitime, dans n'importe quel pays, a besoin du soutien du peuple. requires support of the people. Whether countries are branded Qu'un pays soit aujourd'hui qualifié en Occident de démocratique ou d'autoritaire, any government au fond, tout gouvernement ne peut rester au pouvoir que tant que la population qu'il dirige soutient réellement ce pouvoir. actually Et je pense que c'est vraiment, mais alors vraiment essentiel, que les gens en Allemagne, en Russie et partout dans le monde comprennent mieux ce qui se passe autour d'eux, y compris en matière de politique étrangère. Parce que, dans les sociétés aisées, la politique étrangère passe souvent au second plan. C'est le cas aux États-Unis, où en réalité, le pays n'est pas directement touché par les guerres qui se déroulent à des milliers de kilomètres de l'Amérique du Nord. by wars happening thousands of miles away from North America. So they trust the government to do things, and when Ils font confiance au gouvernement pour agir, et quand ils se trompent, eh bien ils se trompent. Mais ces erreurs ne mettent pas vraiment en danger la vie de la grande majorité des gens. De la même façon, en Europe, comme je le disais il y a un instant, les gouvernements européens étaient contents de laisser les affaires étrangères et la défense à leur grand allié, les États-Unis. Cela leur permettait de se concentrer sur les questions économiques et sociales. Et les électeurs, en général, votent pour ceux qui leur promettent de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions de travail, de meilleures retraites, bref, un meilleur quotidien. La politique étrangère, dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est surtout une réflexion secondaire. Foreign policy in today's Europe is mostly an afterthought. Unless, of course, you mobilize À moins, bien sûr, qu'on ne mobilise les grands médias, comme c'est le cas en ce moment en Europe, pour fabriquer un épouvantail à partir d'un pays voisin, en l'occurrence la Russie d'aujourd'hui. À mon avis, cela apporte, ou plutôt cela produit, plusieurs avantages importants pour les élites. Reconsolider l'Union, relancer l'économie par la militarisation et s'assurer que les élites actuelles restent au pouvoir. Pas forcément les dirigeants en place, ça, ce n'est pas essentiel, mais bien les élites elles-mêmes. Et surtout, toute personne qui remet en question la direction, l'autorité de ces élites, leur droit à guider les aveugles, si l'on peut dire, est aussitôt étiquetée comme un partisan de Poutine. is immediately branded Putin supporter. Used to be Putin-Versteher, now it's something different. but Avant, the same thing. on parlait des Putin-Versteher. Maintenant, on appelle ça autrement. Mais au fond, c'est la même chose. See through that. Exactement la même chose. Understand that C'est très malin de la part des élites, mais les gens devraient voir clair là-dedans. can lead to Ils devraient comprendre que les élites jouent un jeu assez risqué, qui peut mener à quelque chose que personne ne veut vraiment, y compris les élites elles-mêmes. Parce qu'en réalité, les élites peignent deux tableaux à la fois. I cannot reconcile my C'est très intéressant. to that image. Moi, je n'arrive pas à me faire à cette image. D'un côté, elle présente la Russie comme un croque-mitaine, une menace énorme qui mettrait en danger la liberté de toute l'Europe. Et en même temps, elle la décrivent comme un pays très faible, prêt à s'effondrer. Weak Russia that is ready to unravel. So it's not to be feared. It's Donc, rien à craindre, paraît-il. C'est quelque chose qui, vous savez, est un peu un oxymore, si on veut. On ne peut pas combiner ces deux idées en une seule. Et pourtant, si on lit la presse dominante aujourd'hui en Europe, c'est exactement cette image qu'on nous donne. Une grande menace, une très grande menace. Les barbares sont à la porte. Et en même temps, on nous dit qu'il ne faut pas en avoir peur, qu'ils n'utiliseront pas leurs armes nucléaires, qui sont plus raisonnables que ça, qui vont simplement s'effondrer, qui feront comme l'Union soviétique, qui vont cesser d'exister et nous laisser façonner l'avenir à leur place, l'avenir que nous, en Europe, préférerions avoir sur notre flanc est. C'est très intéressant, oui, mais c'est aussi très dangereux. So that's
That's very interesting, but that's also very dangerous. And mainstream media Et les grands médias occidentaux reprennent les récits des gouvernements. the narratives of the Mais quand les dirigeants politiques ne sont que des figures de façade, qui sont les hommes derrière eux, only frontman, who are the men behind? Well, it's a very important question. Eh bien, c'est une question très importante. Je pense qu'il existe une notion qu'on appelle l'état profond. Ce qui est intéressant, c'est que par le passé, toute personne qui utilisait une expression comme celle-là était immédiatement qualifiée d'adepte d'une théorie du complot. Et c'est une manière très efficace de faire en sorte que les gens arrêtent de réfléchir, qu'ils cessent de se demander qui se cache derrière les figures de façade. Il y a un mythe de la démocratie. C'est pour ça que je n'ai pas passé trop de temps à en parler. Mais la démocratie, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, à mon avis, en Europe comme aux États-Unis, c'est une manipulation de la société par une oligarchie. Ce qu'on donne aux gens ordinaires, c'est un choix qui n'en est pas vraiment un. C'est un faux choix. Et les médias dominants, qui selon moi, tout comme le gouvernement, sont les agents de ceux qui possèdent réellement les pays dans l'Occident d'aujourd'hui. Countries in today's West. I'm talking about the elites. Je parle des élites, qui sont diverses. Et pourtant, comme on le voit aujourd'hui, elles savent très bien mobiliser leurs hommes et leurs femmes au sein du gouvernement. Elles savent mobiliser leurs hommes et leurs femmes dans les médias. Elles savent aussi mobiliser ceux qui posent les bonnes questions, de façon à ce que les instituts de sondage fassent apparaître une idée de soutien aux récits que les gouvernements et les médias diffusent. C'est un mécanisme de gouvernance qui fonctionne très bien et qui passe pour de la démocratie, sauf que ce n'en est pas une, au sens où ce ne sont pas les gens qui gouvernent. Dans ce système, le peuple est une masse qu'on peut manipuler, et qu'on manipule effectivement. La vraie question, c'est de savoir qui manipulera le mieux. Et c'est ça, au fond, les élections. Ceux qui réussissent le mieux à manipuler les gens ordinaires obtiennent, en récompense, des postes au gouvernement, au Parlement, et ainsi de suite. And in the media, would you et dans les médias, est-ce que vous seriez d'accord si je disais que ces élites, dans les médias, l'économie et la politique, ont un point commun? in politics Elles sont corrompues par l'axe transatlantique. they are transatlantic corrupted? Well, transatlanticism is a reality. Eh bien, le transatlantisme, c'est une réalité. En d'autres termes, c'est la même chose que les élites occidentales. L'Occident politique est né à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant cela, les élites en Europe, ou dans les différents pays européens, étaient des élites nationales. Elles avaient certes des liens entre elles en Europe, et aussi avec leurs homologues aux États-Unis, et plus largement en Amérique du Nord. Mais elles restaient fondamentalement nationales. Ce qui s'est produit avec la création de l'OTAN en 1949, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1950, puis de la Communauté économique européenne en 1957, c'est la formation d'une élite transatlantique. Of a transatlantic elite. And this transatlantic elite is Cette élite transatlantique, c'est elle qui détient réellement le pouvoir. Ce n'est pas qu'ils soient tous d'accord sur tout, bien sûr que non. Ils ont leurs intérêts propres, parfois même opposés. Mais sur certains sujets, comme aujourd'hui, quand on parle de la Russie ou de la Chine, ces élites se retrouvent du même côté. Évidemment, c'est plus facile de s'unir sur la question russe, parce que la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie a été brisée récemment. Et cela a eu un coût. Peut-être que l'Allemagne a supporté la plus grande part de ce coût. Avec la Chine, c'est plus compliqué. It's more difficult with China, but I think geopolitics trumps geoeconomics. Mais je pense que la géopolitique l'emporte sur la géoéconomie, surtout quand les élites sentent qu'un grand danger les menace. Et je crois qu'en ce moment, elles se sentent vraiment en danger. Il faut comprendre que nous vivons une période de transition qui met fin à des décennies d'hégémonie américaine, d'abord sur le monde occidental,
ou le monde non communiste, puis sur l'ensemble du globe. C'est aussi une transition qui marque la fin de la domination occidentale, vieille d'environ 5 siècles, et le passage vers quelque chose de très différent. Nous entrons dans une nouvelle phase de l'histoire humaine, qui n'est pas encore pleinement là, mais dont on distingue déjà les contours, à travers ces pays non occidentaux qui cherchent à se hisser au même niveau que l'Occident. Seeking to become on a par with the West. And they're winning in many cases. Et dans bien des cas, ils sont en train de gagner. La Chine, bien sûr, est en tête de ce développement. Il y a aussi l'Inde et d'autres pays dans différentes régions non occidentales. Et puis, la Russie, qui au moment de la chute de l'Union soviétique, chute due aux évolutions internes du pays et à la mauvaise gestion de l'élite communiste, a cherché à rejoindre l'Occident. Mais elle a été rejetée dans sa volonté d'être reconnue comme l'égale des grandes puissances occidentales, principalement les États-Unis, mais aussi les principaux pays de l'Union européenne. En réalité, on a proposé à la Russie un statut de territoire associé. Appelez ça, si vous voulez reprendre les vieux termes, une sorte de semi-colonie de l'Occident. C'était l'offre faite par l'Occident à la Russie. La Russie l'a refusée, puis elle s'est alliée à des pays non occidentaux. Et c'est une question très importante, un moment absolument crucial pour les élites occidentales. Elles sont en train de perdre le contrôle sur beaucoup de choses, et il n'y a rien qu'elles ne feraient pas pour arrêter ce processus ou le renverser, si elles en étaient capables. Donc, on parle ici de ce que j'appellerais une analogie fonctionnelle d'une guerre mondiale. C'est ce que nous vivons en ce moment. La Troisième Guerre mondiale n'a pas eu lieu à cause de la dissuasion nucléaire mutuelle. Donc, c'est derrière nous. Une guerre nucléaire directe entre la Russie et les États-Unis, ou entre la Chine et les États-Unis, est peu probable, à cause du rôle toujours déterminant de la dissuasion nucléaire à ce niveau. Mais malgré tout, la question reste la même qu'en temps de guerre mondiale. Quel est l'ordre mondial? Il y a aujourd'hui un affrontement entre ceux qui défendent l'ancien ordre, fondé sur l'hégémonie américaine et la domination occidentale, et ceux qui veulent un ordre multipolaire ou polycentrique, un ordre où différentes civilisations trouvent le moyen de coexister et de commercer entre elles sur un pied d'égalité. C'est exactement ce que nous vivons, et c'est un enjeu absolument central pour les élites occidentales. Elles ne reculeront devant rien pour tenter d'arrêter ces évolutions, ou même de les inverser. Est-ce que j'ai bien compris que les élites occidentales préfèrent se préparer à la guerre et même la mener, plutôt que d'accepter leur propre déclin? Oui, mais il faut aussi comprendre que quand on dit qu'ils sont prêts à faire la guerre, ils espèrent encore que cette guerre ne les touchera pas directement, ou alors qu'elle n'affectera pas ceux d'entre eux qui occupent des postes plus élevés dans le monde occidental. Pour vous donner un exemple, l'Occident se moque complètement de l'Ukraine et du peuple ukrainien. Pour eux, les Ukrainiens et les Russes, c'est la même chose. Et d'ailleurs, sous bien des aspects, ils se ressemblent vraiment. C'est pour ça qu'on assiste à un affrontement tragique entre deux armées russes. L'une s'appelle l'armée de la Fédération de Russie, l'autre les forces armées d'Ukraine. Ils parlent la même langue. Ils agissent avec plus ou moins le même état d'esprit. Je mets un peu les nationalistes ukrainiens de côté, parce qu'ils ne représentent pas la majorité en Ukraine. Et si les choses dérapent un peu, je ne pense pas que les États-Unis se soucient vraiment des pays baltes. Ou même, je ne sais pas trop pour la Pologne, à cause de la présence polonaise dans la société américaine, mais disons la Roumanie. Est-ce qu'ils se préoccupent de la Roumanie? Un affrontement entre la Russie et l'Allemagne serait une aubaine pour beaucoup dans le monde anglo-saxon,
parce que ce sont historiquement les deux forces principales. Peuvent affaiblir les deux camps. Oui, exactement. Je veux dire, comme l'a dit Harry Truman en juin 1941, si l'Allemagne l'emporte, il faut aider la Russie. Si la Russie l'emporte, il faut aider l'Allemagne pour qu'ils s'entretuent autant que possible. C'est Harry S. Truman, celui qui est devenu président des États-Unis en 1945. Et c'est en résumé l'attitude anglo-saxonne envers la Russie et l'Allemagne. Alors, si la guerre s'étend, Dieu nous en garde. Mais si la guerre en Ukraine s'étend jusqu'à l'Allemagne, eh bien, tout le monde, aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en France, ne serait pas forcément mécontent. Est-ce que c'est une raison pour l'administration Trump de rendre la guerre en Ukraine plus européenne? Eh bien, du point de vue de Trump et de son administration, la Russie n'est pas une menace pour les États-Unis. Ce n'est pas un concurrent. C'est la Chine qui l'est. Les États-Unis ont des ressources limitées. Ils ne peuvent pas être partout à la fois. Vous vous souvenez sans doute du président Kennedy en 1961, je crois, disant que les États-Unis ne ménageraient aucun effort pour défendre la cause de la liberté partout dans le monde. N'est-ce pas? C'était l'âge d'or de l'hégémonie américaine. Mais aujourd'hui, les États-Unis doivent être beaucoup plus prudents dans la manière dont ils utilisent les ressources dont ils disposent. Ils veulent donc concentrer leurs efforts sur la Chine et en quelque sorte sous-traiter la Russie, qu'ils considèrent comme une menace mineure. Pas vraiment une menace, parce que les États-Unis ne pensent pas que la Russie cherchera à anéantir physiquement les États-Unis d'Amérique, même si elle en a la capacité. Mais ils ne croient pas que la Russie le fera. Et ils ont raison. Donc l'Europe peut gérer la situation. C'est ce qui est écrit dans la stratégie de défense nationale américaine, qui dit en substance que la Russie est une menace persistante, mais que les Européens peuvent la gérer. Ils n'ont pas besoin de nous, les Américains. Leur PIB est 10 fois supérieur à celui de la Russie et ils ont bien plus d'habitants, 3, 4 fois plus que la Russie. Donc, je pense que les États-Unis veulent que les Européens continuent à faire pression sur la Russie, à la contenir. Et ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils ne viendraient pas au secours des Européens si quelque chose devait arriver. L'Amérique, même pendant la guerre froide, à l'époque où je servais, comme vous l'avez rappelé, en Allemagne, à la fois en Allemagne de l'Est et à Berlin-Ouest, j'ai eu des discussions avec des homologues militaires occidentaux, mais aussi avec certains Allemands de l'Ouest. Et déjà, les Allemands à qui je parlais doutaient que les États-Unis soient prêts à risquer de perdre Chicago pour sauver Hambourg. Pour eux, c'était clair à cette époque-là. On parle de la fin des années 70 et du début des années 80, que le fameux article 5 du traité de l'Atlantique Nord relevait du mythe. Enfin, l'article en lui-même n'est pas un mythe, mais son interprétation. Oui, l'idée que les États-Unis viendraient au secours de n'importe quelle partie du monde libre, de n'importe quel pays de l'OTAN, en cas d'attaque russe, et qu'ils accepteraient de risquer une guerre nucléaire contre l'Union soviétique, si celle-ci envahissait une partie de l'Europe. Ça, c'était un mythe depuis le début. Pendant la guerre froide, les Américains ont élaboré une doctrine assez raffinée de guerre nucléaire limitée. Et cette guerre nucléaire limitée devait, en gros, se limiter à l'Allemagne de l'Ouest et à l'Allemagne de l'Est. Si on regarde les cartes utilisées pendant les exercices, le territoire soviétique, pour les Américains, était sacré, intouchable, afin que le territoire américain ne soit pas visé par des missiles soviétiques. Mais partout en Allemagne, dans le pacte de Varsovie,
et même sur certaines zones du territoire de l'OTAN en Europe. Là, c'était considéré comme un champ de bataille possible. On pouvait frapper des cibles là-bas, tant qu'on ne touchait pas au territoire de son principal adversaire. Donc, si je comprends bien, tout ce que vous venez de dire revient à dire qu'il serait avantageux pour Washington d'entraîner l'Allemagne et l'Europe dans son ensemble dans une nouvelle guerre d'usure contre la Russie. Alors, à quel point sommes-nous proches de l'ordre, allemand en première ligne? Eh bien, je continue de dire que j'espère qu'on n'en arrivera pas à une guerre directe. Et je crois toujours qu'on peut l'éviter, que la raison finira par l'emporter du côté occidental. Je dis du côté occidental, parce que je n'accorde absolument aucun crédit à l'idée que la Russie représenterait une menace pour un pays de l'OTAN. Et je pense que pour les États-Unis, une guerre d'usure entre la Russie et l'Europe ne serait pas forcément une mauvaise chose, parce que la Russie serait occupée avec l'Europe, et l'Europe serait occupée avec la Russie. L'Europe, pour l'administration Trump, et je dirais même plus largement pour les élites américaines, malgré tout ce discours transatlantique dont on parlait il y a quelques minutes, reste un concurrent. Et si la puissance économique de l'Europe diminue, tant mieux pour les États-Unis. Parce que les choses ont changé avec l'administration Trump, pas à cause de Trump lui-même, mais à cause du changement de statut des États-Unis dans le monde. En gros, les États-Unis n'agissent plus comme le leader du monde libre, en intégrant les intérêts de ce monde libre dans un intérêt américain plus large. Ce n'est plus le cas. Ce n'est pas la guerre froide. Même pendant la guerre froide, comme on vient de le dire, ce n'était pas exactement vrai. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. Alors, l'Europe, ce n'est plus une question d'OTAN. Ce n'est plus une question de monde libre. Ce n'est même plus une question d'Occident. Si on lit ce que disent les responsables de l'administration Trump, leurs éléments de langage ne font presque plus référence à l'Occident. Tout tourne autour des États-Unis. C'est America First. L'Amérique, pas l'Occident. Et l'intérêt de l'Amérique, c'est de voir une partie des ressources de l'Europe se diriger vers elle. En gros, si l'Europe est en guerre avec la Russie, ou si elle est menacée par la Russie, eh bien ce n'est pas très sûr d'y investir, n'est-ce pas? Alors venez aux États-Unis. Bienvenue, on vous attend ici. Si je comprends bien, plusieurs entreprises allemandes ont déménagé ou ouvert une présence aux États-Unis, et elles y ont transféré leurs ressources, considérant que c'est une rive plus sûre que la rive est de l'Atlantique. Donc, pour les États-Unis, ce n'est pas une mauvaise chose, tant que cela ne les entraîne pas dans une véritable guerre entre l'OTAN et la Russie. Parce que, dans une telle guerre, les États-Unis pourraient en subir les conséquences. Et M. Poutine envoie d'ailleurs des messages à Washington de manière assez subtile pour dire qu'au moment décisif, les Américains ne pourront pas vraiment compter sur leurs alliés européens pour nous infliger des dégâts critiques. Et que dans ce cas, les États-Unis en porteraient aussi la responsabilité. Autrement dit, ils devraient réfléchir plus sérieusement à la façon d'aborder la question russe. Mais ce n'est pas le cas. Les Américains sont en train de perdre leur domination mondiale et maintenant ils essayent de limiter les dégâts. Et les Européens, pas des alliés, mais des vassaux, sont exploités encore plus fortement. Par exemple, à travers les livraisons de gaz à des prix très élevés, tout en perdant l'accès à l'énergie russe bon marché. Vous êtes d'accord? Absolument, absolument. Mais comme on l'a dit il y a un instant, les États-Unis ont toujours vu et voient encore l'Union européenne comme un concurrent
le Royaume-Uni compris. Tous les pays européens sont des concurrents, un concurrent collectif des États-Unis. Donc, couper leurs liens énergétiques avec la Russie et transférer leur dépendance énergétique vers les États-Unis, c'est un énorme avantage pour la puissance américaine. Et je pense que sur ce point, les États-Unis ont remporté une grande bataille dans leur compétition avec l'Europe, surtout avec l'Allemagne. Et si l'Allemagne passe de la construction de voitures à la fabrication de chars destinés à une guerre contre la Russie, eh bien, tant mieux pour eux. In a secret paper of Rand Corporation, Dans un document secret de la Rand Corporation, financé par l'armée américaine, on peut lire que la seule façon de renforcer l'économie des États-Unis serait de déclencher une guerre en Ukraine afin de forcer les Européens à acheter du gaz de schiste américain et à les couper des livraisons d'énergie russe. American fracking Est-ce exact? and to cut them away from the Russian energy deliveries. Is that right? Eh bien, je pense que c'est déjà fait. Mission accomplie. Félicitations. If this is done, which role Si cela se fait, quel rôle joue le secteur financier? is Est-ce qu'il est le moteur caché de ce processus? Et est-ce qu'on devrait davantage se concentrer sur ce qui se passe à Londres, dans le quartier financier de la ville? in London, in the financial district of London? C'est une question très intéressante, parce que je pense que le capitalisme moderne depuis les années 80, disons, est dominé par la finance. C'est un type de capitalisme très différent du capitalisme industriel qu'on connaissait avant. Donc, cette société post-industrielle, c'est une société où l'économie est essentiellement financiarisée. Et on parlait tout à l'heure des élites qui dirigent tout ça. Eh bien, je dirais que ces élites ne sont plus les capitaines d'industrie d'autrefois. Ce sont ceux qui gèrent l'argent. Ce sont eux, les vrais maîtres du monde. Ils sont à Londres, à New York, peut-être aussi dans d'autres endroits. Mais ces deux-là se distinguent clairement. Et ça explique beaucoup de choses sur les politiques occidentales. Toute cette démocratie, toute cette presse libre, malgré tout ça, les vrais maîtres, ce sont eux. The financial analyst Alex Kreiner L'analyste financier Alex Kreiner a répété à plusieurs reprises que toutes les guerres sont des guerres de banquiers. Et dans certaines interviews, il a expliqué que tout tourne autour des garanties. Le capitalisme occidental et l'industrie financière ont besoin de nouveaux minerais comme sûreté pour d'anciens crédits. Securities for old credits. Eh bien, je pense que c'était vrai autrefois, et que ça l'est encore aujourd'hui. Et là-dedans, regardez, pas les guerres que les États-Unis ont déclenchées cette année. La guerre, enfin, c'était pas vraiment une guerre, plutôt une opération des forces spéciales au Venezuela. Et puis bien sûr, pas l'invasion, mais l'attaque contre l'Iran. Ces guerres ont été menées contre deux grands producteurs de pétrole. Le pétrole reste un facteur très important. Quoi qu'on dise sur l'économie verte, sur le Green Deal, le bon vieux pétrole, le bon vieux gaz, il compte toujours énormément. Et puis, la relation économique entre les États-Unis et la Chine est très fortement, je ne dirais pas dominée, mais très fortement influencée par cette question des métaux rares. Oui, alors, surtout aujourd'hui, le pétrole et le gaz, c'est un peu l'ancien monde. Ça existe toujours, bien sûr, mais ce ne sont pas des ressources qu'on a découvertes hier. En revanche, l'économie moderne, celle qui repose sur l'informatique, l'intelligence artificielle et tout ça, elle a besoin de terres rares. Et les pays qui possèdent ces gisements, qui ont une industrie minière capable d'extraire ces matériaux et de transformer le minerai en métaux, eh bien, ce sont des ressources très précieuses. Les Américains, eux, sont très mécontents que la Chine produise environ 90% des métaux de terres rares dans le monde. Ça donne à la Chine un pouvoir énorme sur les États-Unis.
That gives China enormous leverage over the United States. This tariff raid by Trump was rebuffed. Ce raid tarifaire de Trump a été repoussé très vite, vraiment très vite, quand les Chinois ont arrêté d'exporter leurs métaux rares vers l'Occident. Donc oui, il s'agit de ça, mais aussi d'autres choses comme l'eau douce, par exemple. C'est un enjeu majeur à venir, et certains pays disposent de grands, ou plutôt prétendus grands, réservoirs d'eau douce, comme la Russie, qui pourraient devenir très, disons, très importants dans la prochaine phase de cette compétition sans fin. Tant qu'il y aura des États dans le monde qui se disputent le pouvoir, l'influence et d'autres ressources, qui se battent pour leur propre existence, je dirais que ce combat, cette lutte, cette compétition, cette rivalité, peu importe le mot qu'on choisit, continuera. Il va falloir vivre avec ça. Est-ce que c'est ça la tragédie des grandes puissances, comme l'a écrit John Mearsheimer? La tragédie des grandes puissances, c'est qu'elles ont déjà gagné leur plus grand combat, celui pour leur propre existence. Ce sont celles qui ont survécu, et elles ne craignent plus de disparaître. Mais, comme on dit, résoudre un problème, c'est en inviter un autre. Et quand on a survécu, qu'on a atteint un certain niveau, où l'on n'a plus à craindre pour sa survie, il faut alors se battre pour sa place dans la hiérarchie. Il y a une lutte permanente entre les pays qui ont atteint ce rang, pour le conserver, pour monter ou pour ne pas descendre. Et cette lutte ne s'arrête jamais. Et je crois que la vraie tragédie, c'est que dans le passé, ces grandes puissances ont toujours pris le risque et ont toujours fini par se faire la guerre entre elles. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est différent à cause de la dissuasion nucléaire mutuelle. Mais certains réfléchissent à la façon de dépasser ce fléau, cette dissuasion nucléaire réciproque, et de trouver un moyen d'éliminer son ennemi sans utiliser l'arme nucléaire. Et en Occident, beaucoup sont fascinés par l'exemple de l'effondrement de l'Union soviétique, parce qu'ils considèrent comme le suicide d'une grande puissance. Ils espèrent encore que cela puisse se reproduire. Pour eux, ce qui se passe sur la ligne de front est moins important que ce qui se passe derrière, à l'intérieur même de la Russie. Ils continuent donc à penser qu'en créant suffisamment d'instabilité en Russie, l'État russe tel qu'on le connaît aujourd'hui pourrait cesser d'exister. Cela nous ramène à la guerre en Ukraine. Je pense qu'on peut l'analyser selon 3 dimensions. D'abord le théâtre de la guerre, les opérations militaires, ensuite la guerre économique à l'échelle mondiale, et enfin pour moi la guerre de propagande. Comment voyez-vous la situation sur la ligne de front? Eh bien, la ligne de front, c'est, je pense, qu'il faut comprendre qu'on a affaire à une guerre très différente de celle du passé. Elle est très différente par la technologie utilisée, ce qui veut dire que les tactiques et la stratégie, dans la mesure où il y a une stratégie sur la ligne de front, devront être élaborées et adaptées en fonction des évolutions de la technologie militaire. La guerre par drone a complètement transformé le conflit en Ukraine. Ce n'est pas une guerre, contrairement à ce que dit la propagande occidentale, pour mettre fin à l'État ukrainien. Ça ne l'a jamais été. Ce n'est pas non plus une guerre pour reconquérir le plus de territoire possible. Le territoire est important, mais pas de la façon dont on le présente habituellement dans les médias occidentaux. C'est une guerre où l'essentiel, et je fais référence à ce que je disais il y a quelques secondes, c'est de savoir quel camp est le plus résilient. Et dans ce sens, ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Si l'Ukraine se battait seule, elle aurait arrêté depuis longtemps. Mais aujourd'hui, l'Ukraine est un instrument des politiques occidentales. Je dirais plutôt des politiques européennes que des politiques américaines. Mais ce sont quand même des politiques combinées de l'Occident.
Et jusqu'à présent, la Russie a montré une résilience assez surprenante face à tout cela. Et bien sûr, du côté russe, on voit que l'Ukraine ne s'est pas effondrée. Le régime ukrainien ne s'est pas effondré parce qu'il est soutenu très fortement par l'Occident collectif, y compris par des institutions internationales comme le FMI, qui ont accordé des dizaines de milliards de dollars à l'Ukraine, et tout ce qui va avec. Donc c'est une guerre où tout dépend de quel camp sera le plus résilient. C'est un défi, mais en même temps c'est aussi un moteur. Ce qui se passe sur la ligne de front est important si l'on regarde du côté de la Russie. Mais ce qui compte encore plus, c'est ce qui se passe à l'intérieur du pays. Parce que la Russie de 2026, c'est une Russie très différente de celle de 2021, par exemple. C'est un pays qui compte sur lui-même, qui n'attend pas qu'on l'aide, qu'on l'intègre ou qu'on le soutienne. C'est un grand changement par rapport au rêve russe de l'après-communisme, quand les dirigeants parlaient d'une grande Europe, ou d'une Europe allant de Lisbonne à Vladivostok, ou quelque chose du genre. À l'époque, on se voyait comme une composante de cette grande Europe, peut-être même comme la puissance dominante, ou l'une des principales puissances, ou encore l'un des grands ensembles du monde à venir. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on se pense comme une civilisation à part, qui a ses racines en Europe, mais pas seulement, aussi dans d'autres régions. C'est ce qui fait sa singularité. Et la Russie a recommencé à faire et à produire des choses qu'elle avait cessé de faire depuis environ 35 ans. À l'époque de l'Union soviétique, ce pays pouvait produire à peu près tout. La qualité variait, parfois plus compétitive, parfois moins, mais c'était une économie totalement autonome. Aujourd'hui, on ne peut plus être complètement coupé du reste de l'économie mondiale. Ce n'est plus possible. Mais la Russie a recommencé à fabriquer des avions de ligne. Elle produit aussi à nouveau des locomotives pour son réseau ferroviaire, au lieu de les acheter à Siemens ou à d'autres. Quand nous sommes allés à Volgograd, nous avons pris un Airbus. Mais ces Airbus vont disparaître peu à peu, remplacés progressivement par des avions russes, fabriqués en Russie. Parce que, vous savez, si vous perdez, ou plutôt, tant que vous n'avez pas retrouvé votre souveraineté technologique, et là je parle aussi des puces, de l'intelligence artificielle et de bien d'autres domaines, eh bien, vous ne pouvez pas être un acteur majeur sur la scène mondiale. La Russie n'est rien si elle n'est pas une grande puissance. Elle cessera d'exister si elle ne l'est plus. Si elle devient une semi-colonie de l'Occident, comme elle était en train de le faire après l'effondrement de l'Union soviétique, alors il n'y a plus de Russie. À un moment donné, même l'unité territoriale du pays disparaîtrait. Les différentes régions iraient chacune vers des pôles d'attraction différents. Mais aujourd'hui, la Russie se consolide de l'intérieur. Et ça, c'est important. Le système de valeurs est en train d'être revu, en s'éloignant de la dépendance quasi totale à l'argent et à tout ce qui y est lié. D'autres valeurs, non matérielles, commencent à prendre le dessus. Il y a un autre système d'éducation en train de se mettre en place. Beaucoup de choses, des choses fondamentales, se sont produites ces dernières années. Pensez-y, au cours des 4 ans et demi passés. C'est plus important que la position exacte de la ligne de front en Ukraine, ou de ce qu'on appelait autrefois l'Ukraine, peu importe le nom qu'on lui donne. Et si la Russie réussit dans tout cela, et j'en suis convaincu, alors, dans quelques décennies, ce sera une autre Russie, avec une vision du monde très différente, à la fois de celle de l'époque soviétique, de l'avant-soviétique et de l'après-soviétique. Donc oui, c'est un pays en transformation,
un chantier en cours, ce qui se passe aujourd'hui en Russie. The drone warfare, La guerre des drones dont vous parlez a causé beaucoup de dégâts dans les installations russes de production et de transport de pétrole et de gaz, comme à Ust-Luga. Quelle est la gravité de ces dommages? How hard is this damage? Eh bien, c'est difficile pour moi d'évaluer ces dégâts. Bien sûr, nous sommes en temps de guerre, et aucune donnée officielle, aucune information fiable n'a été rendue publique. Donc je ne sais pas. Et si je le savais, je ne le dirais pas, pour des raisons évidentes. Ce que je peux dire, c'est que ce qui se passe n'a rien de banal. Et c'est un des domaines où l'Ukraine agit comme un agent de l'Occident, je dirais même aujourd'hui davantage de l'Europe que des États-Unis. Mon intuition, c'est que, le moment venu, quand les dégâts dont vous parlez deviendront trop lourds pour que la Russie puisse les supporter, alors la Russie frappera au cœur de ces problèmes. Le problème, ce sont les raffineries et tout ce qui va avec. Mais c'est surtout un problème de drones, ceux que l'Ukraine envoie en Russie, parce que ces drones sont aujourd'hui fabriqués dans plusieurs pays, y compris en Allemagne. Et il serait logique que les dirigeants russes se tournent vers ces cibles-là, pour faire en sorte que ceux qui infligent des dommages à la Russie en subissent à leur tour, afin de mettre un terme à ce type d'agression contre le territoire russe. Le Kremlin envisage-t-il une escalade nucléaire? Eh bien, encore une fois, je ne pense pas qu'à ce stade, le Kremlin envisage de frapper l'Europe, ou les États-Unis d'ailleurs, avec des armes nucléaires. Mais tout le problème, toute la question de la dissuasion nucléaire, c'est qu'on ne sait jamais quand on franchit une ligne rouge. Les médias occidentaux ont dessiné beaucoup de lignes rouges qui ont été franchies sans difficulté par les actions ukrainiennes, européennes et américaines. Mais la véritable ligne rouge, elle, ne vient pas de l'extérieur. La vraie ligne rouge, elle est dans la tête du décideur ultime. Et nous ne savons pas, je ne sais pas, personne ne sait, sauf ce décideur, où se trouve cette ligne rouge. Mais quand cette ligne rouge est franchie, je peux dire une chose. I can say one thing. I would quote President Putin from 2018. Je citerai le président Poutine en 2018, quand il a dit « Nous ne nous soucions pas d'un monde qui n'inclut pas la Russie. Nous ne voulons pas d'un monde dans lequel la Russie n'existe pas. » Je pense que c'est une déclaration très forte, qui vient du cœur du président, ou de son esprit, ou peut-être des deux. Et je crois qu'il est totalement sérieux. Il ne présidera pas à une défaite stratégique de la Russie, même si, à mon avis, c'est encore ce que certains responsables européens ont en tête. C'est quelque chose qu'il ne permettra pas. Et il en a les moyens. Il a le pouvoir. Il a tout ce qu'il faut pour faire en sorte que ceux qui veulent que la Russie cesse d'exister eux-mêmes, avant que la Russie ne disparaisse. Le président Poutine subit-il des pressions de la part de ceux qui veulent une approche plus agressive? Eh bien, le président Poutine n'est sous la pression de personne. Sa position en Russie aujourd'hui est totalement inattaquable. Il écoute beaucoup de gens. Il est tout sauf isolé. Il se déplace. Il rencontre différentes personnalités. Il lit beaucoup de choses. En tant qu'ancien officier du renseignement, il a l'habitude de recueillir ces informations auprès de sources variées. Il ne se fie pas à une seule opinion, à une seule source, à une seule idée, ni à une idée particulière. Il croise beaucoup d'informations. Oui, il rassemble nombreuses données. Il est très prudent, pleinement conscient du pouvoir qu'il peut exercer, à la fois à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Il utilise donc ce pouvoir avec beaucoup de discernement. Il ne veut pas précipiter la fin du monde. Mais comme je l'ai dit, quand le commandant en chef de la Russie qu'il est,
se retrouve face à la possibilité d'une défaite stratégique de son pays, il suivra ses propres paroles. Nous n'avons aucun intérêt direct ici. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour le Moyen-Orient et pour la guerre illégale menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran? What does that mean for the Middle East and the war, the illegal war of Israel and the United States against Iran? Is Russia in a position to lose? La Russie peut-elle se permettre de perdre l'Iran parce que c'est le flanc sud du corridor nord-sud? Et la Chine, est-ce qu'elle verrait la perte de l'Iran comme la perte d'une courroie de transmission vers l'ouest? A transmission belt to the west. Eh bien, la Russie n'est pas, enfin, la Fédération de Russie n'est pas l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'était la Russie, mais à une certaine époque. La Russie, elle, est éternelle, si vous voulez. Elle peut porter différents noms. Aujourd'hui, son nom, c'est la Fédération de Russie. L'Union soviétique, c'était l'ancien nom de la Russie. Mais la Russie, la Fédération de Russie, n'est pas l'Union soviétique. L'Iran n'est pas un satellite de l'Union soviétique. Nous ne sommes pas là pour perdre ou gagner l'Iran. L'Iran, c'est une civilisation vieille de plus de 3000 ans. C'est un peuple fier qui regarde beaucoup d'autres nations de haut. Ce ne sont pas des vassaux de la Russie, ni de la Chine. La Russie a proposé d'inclure une clause d'assistance militaire mutuelle dans le traité de partenariat stratégique signé en janvier 2025. Les Iraniens ont refusé. Ils ne voulaient pas que la Russie soit impliquée dans leur guerre, ou dans leur guerre potentielle avec d'autres. La Russie était, comme je l'ai dit, prête à le faire. Elle était prête à signer un traité de partenariat avec l'Iran, sur le modèle de celui conclu avec la Corée du Nord. Avec la Corée du Nord, il y a cette clause d'assistance militaire mutuelle, et on a vu les Nord-Coréens combattre pour la Russie, en Russie. Mais avec l'Iran, c'est différent. Donc il ne s'agit pas de perdre l'Iran. Je dirais plutôt que l'Iran a infligé une défaite politique et psychologique, aux États-Unis et à Israël dans cette guerre. Les États-Unis en sortent perdants, et c'est un point très important. Et l'Iran n'a eu besoin d'aucun soutien extérieur, certainement pas de la Russie ni de la Chine, pour remporter cette guerre contre les États-Unis. Aujourd'hui, l'Iran est donc un partenaire stratégique bien plus précieux pour la Russie qu'il ne l'était, disons, il y a 2 ans. La Chine. Je ne voudrais pas trop détailler l'attitude chinoise, mais comme vous le savez, ses intérêts au Moyen-Orient sont partagés entre son lien avec l'Iran et ses intérêts de l'autre côté du Golfe Persique. Et elle essaie de trouver un équilibre. Elle fait certaines choses pour aider les Iraniens, mais en même temps, elle tient beaucoup à ses investissements dans les pays arabes du Golfe. La Chine adopte une attitude plus détendue. Elle n'a pas eu, et n'a jamais eu, d'empire mondial, contrairement à l'Union soviétique. Donc, un pays comme Cuba n'a jamais été un allié de la Chine. Le Venezuela, qui était autrefois une source d'importation de pétrole pour la Chine, eh bien les Chinois ont pris ça avec calme. Du moins, c'est l'image publique qu'ils ont donnée pendant la crise vénézuélienne. Donc ce n'est pas une défaite pour eux. Si défaite il y a, c'est plutôt celle des États-Unis et d'Israël. Téhéran a partiellement fermé le détroit d'Ormuz et a riposté en attaquant les installations de production de pétrole et de gaz des États du Golfe. Quelles sont les conséquences pour le système financier mondial? Eh bien, on assiste en ce moment, en gros, à l'Iran, qui utilise ce qu'on appelle son option nucléaire. C'est la première fois dans les conflits impliquant l'Iran que Téhéran parvient à fermer le détroit d'Ormuz. Il n'avait jamais tenté de le faire auparavant.
Cette menace existait depuis longtemps, mais elle n'avait jamais été mise à exécution. Maintenant, c'est une réalité. Et les États-Unis n'ont pas réussi à briser ce blocus, de peur de subir des pertes humaines que le peuple américain n'accepterait pas. C'est d'ailleurs l'un des points qu'on avait évoqués au tout début de notre conversation. Les Américains acceptent que leur président emploie la force militaire à l'étranger, tant que les pertes restent limitées. Même si les États-Unis ont une armée entièrement composée de volontaires, quand les pertes commencent à s'accumuler, le peuple américain ne voudra pas continuer. Et Trump le sait très bien. C'est ça, le point essentiel. Maintenant, je pense que le grand changement dans le monde financier, et c'est peut-être ce que les États-Unis redoutent plus que tout, c'est quelque chose qu'ils craignent même davantage que la fermeture du détroit d'Ormuz. Si les pays du Golfe décident que les États-Unis n'offrent plus de véritables garanties de sécurité, qu'ils doivent reconsidérer leur position, réfléchir plus sérieusement, et que les privilèges qu'ils ont accordés par le passé aux États-Unis ne doivent plus être maintenus. Ces privilèges incluent, avant tout, non pas tellement les bases militaires, mais surtout l'utilisation du dollar américain dans les transactions liées au pétrole et au gaz. S'ils décidaient de passer à une autre monnaie, même partiellement, au yuan chinois par exemple, ce serait un coup très dur pour les États-Unis. Si le commerce mondial du pétrole ne se fait plus uniquement en dollars, mais qu'une autre devise entre en jeu et devient, je ne dirais pas dominante, mais suffisamment importante, alors la puissance financière américaine en serait affaiblie. L'historien français Emmanuel Todd a écrit que les Américains allaient perdre leurs navires petit à petit. À quel point le risque est-il réel pour les États-Unis de perdre leurs bâtiments au Moyen-Orient? Eh bien, je pense que c'est réel. Je ne dis pas que c'est déjà le cas, mais les garanties de sécurité américaines se sont révélées creuses, tout comme l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Les pays du Golfe pensaient que tant qu'ils avaient des bases américaines sur leur territoire, ils étaient protégés. En réalité, c'est l'inverse qui s'est produit. Ces bases américaines sont devenues des aimants attirant les missiles et les drones iraniens. Et en plus, les pays qui accueillaient ces bases ont été frappés, comme s'ils soutenaient l'ennemi. Je parle du Qatar, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. C'est donc un coup très dur pour les pays du Golfe Persique. On ne sait pas encore où tout cela va les mener. L'histoire est en train de s'écrire. Le monde ne sera plus comme avant cette guerre. La région du Moyen-Orient non plus. Elle ne sera plus comme avant cette dernière guerre. Je ne pense pas que le changement viendra très vite, ni qu'il s'agira simplement de passer d'une dépendance envers les États-Unis à une dépendance envers la Chine. La Chine a une vision du monde très différente, une politique étrangère très différente aussi, rien à voir avec celle des États-Unis. Ce n'est pas un pays qui a beaucoup d'alliés, ni qui a l'habitude d'en avoir. Mais s'ils se diversifient sur le plan géopolitique, comme je pense qu'ils devront le faire, alors le monde sera différent. Et ce message, on le ressent partout, en Europe, en Extrême-Orient. Je pense que l'Europe a compris le message. Les États-Unis ne seront pas là pour toujours. Ils peuvent les laisser tomber du jour au lendemain. Et les Européens profitent de cette situation, parce qu'une crise, c'est toujours au moins à moitié une opportunité. Ils s'en servent pour se remilitariser, se reconsolider, en utilisant la Russie comme ce fameux barbare aux portes, pour stimuler des dynamiques internes à l'Union européenne. Mais pour la Russie, ce n'est pas un problème que l'Europe s'éloigne d'une dépendance excessive envers les États-Unis. En fait, beaucoup de Russes espéraient, après la fin de la guerre froide,
que l'Europe deviendrait un centre de pouvoir autonome et que la Russie et l'Europe pourraient trouver un modus vivendi mutuellement avantageux. Mais ça ne s'est jamais produit. Les Européens ont préféré rester des vassaux. The Europeans preferred to remain vassals. If now they're trying to be S'ils essayent aujourd'hui d'être autonomes, quoi que cela veuille dire dans les circonstances actuelles, mais qu'ils le font d'une manière que la Russie juge mauvaise, en utilisant la Russie comme un ennemi pour stimuler ce processus interne, eh bien, c'est une erreur. Mais si les Européens retrouvent un jour leurs esprits, comme je l'espère, et qu'ils agissent selon leurs propres intérêts bien compris, de façon réfléchie et éclairée, que ce soit au niveau national ou, si l'Union survit, au niveau de l'Union, alors il pourra y avoir, disons, un avenir de bon voisinage entre la Russie et l'Europe. Il ne faut pas comparer cela à ce qui s'est passé après la fin de la guerre froide. Je ne pense pas que la Russie veuille un jour devenir une semi-colonie de l'Europe, ni simplement être associée à elle. La Russie restera distincte, elle se tiendra sur ses propres jambes. Mais elle pourra entretenir une relation pragmatique avec l'Europe quand l'Europe aura retrouvé ses esprits. Quand on regarde la situation au Moyen-Orient, la guerre contre l'Iran, la guerre en Ukraine, les opérations des Américains au Venezuela, est-ce qu'on est entré dans un siècle de guerre sans fin? Eh bien, nous vivons, et je vais redire quelque chose que j'ai déjà dit, une situation qui ressemble, d'une certaine façon, à une guerre mondiale. Combien de temps cela va durer, je n'en sais rien. Mais, comme pour toutes les guerres mondiales, cela conduira à un nouvel ordre mondial. Le problème aujourd'hui, en résumé, c'est que nous avons un monde multipolaire, disons au niveau des grandes puissances nationales, où la priorité reste la puissance militaire. Nous avons trois acteurs inégaux, les États-Unis, la Chine et la Russie. Sur le plan économique, il y a encore plus d'acteurs, et ainsi de suite. Donc oui, nous avons déjà un monde multipolaire, mais nous n'avons pas encore un ordre mondial multipolaire. Il n'y a pas d'ordre là-dedans. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce pourquoi toutes les grandes puissances et les puissances moyennes se battent, c'est une forme d'ordre qui permettrait une répartition stable du pouvoir et de l'influence dans le monde. Cette stabilité, c'est ce que chacun cherche à atteindre, mais selon ses propres conditions de paix. Et ça n'arrive presque jamais comme prévu. Alors, l'ordre qui finira par s'imposer ne sera peut-être pas idéal, selon les points de vue, mais ce sera un monde en équilibre. C'est pour ça que je préfère le mot allemand au mot anglais « balance ». Et cet équilibre, quand il sera atteint, je ne sais pas si ce sera de mon vivant. Je pense que ça prendra plus de temps que ce qu'il me reste à vivre. Mais à ce moment-là, l'équivalent fonctionnel d'une guerre mondiale sera terminé. Le politologue russe Dmitri Trenin dit que nous vivons dans un monde multipolaire, mais que nous n'avons pas encore un ordre mondial multipolaire. Et cette transition est douloureuse, parce que le monde n'a pas encore trouvé son équilibre intérieur. Merci beaucoup d'être ici. C'était un grand honneur pour moi. Ici, dans Contre le courant, nous vous présentons des positions et des points de vue que les médias de propagande préfèrent passer sous silence. Restez avec nous. Bleiben Sie dabei.